Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Au nord du Mali, des hommes armés ont saccagé des boutiques ce vendredi 3 décembre à Tassiga, dans le cercle d'Ansongo. Ils avaient demandé mercredi dernier aux populations de quitter le village dans un délai de 72 heures. Au même moment, l'armée malienne affirme qu'elle monte en puissance. Cette montée en puissance signifie-t-elle la fin de l'insécurité? Comment évolue la situation sécuritaire? Quelle stratégie faut-il adopter pour y faire face? Studio Tamani pose donc le débat avec trois invités. Boubacar Ba, chercheur et directeur du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel. Amadou Maguiraga, chercheur à l'IMIRAP, Institut malien de recherche action pour la paix, qui va nous rejoindre sous peu. Jean-Paul Eric Yombi, expert camerounais de questions sécuritaires, auteur de l'ouvrage Comprendre et lutter contre le terrorisme dans la réalité africaine. Je suis Imrana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Pour mieux situer le contenu du débat, suivant la réaction du témoignage de cet habitant d'Ansongo sous couvert d'anonymat sur la situation sécuritaire dans le cercle d'Ansongo, notamment dans le village de Tassiga. Hier et avant-hier, on est passé leur dire qu'on ne veut pas les trouver à Tassiga. Donc, ils n'ont qu'à se déplacer. Et les gens de Tassiga, certains sont venus à Ansongo, d'autres ont pris bagage en allant vers le fleuve. Nous n'avons absolument rien. Les gens mettent la main dans la poche pour pouvoir les satisfaire. Ils n'ont pas récolté, ils n'ont pas fait des champs, ils n'ont rien. Les autorités n'ont rien fait pour ça. Plusieurs fois. Il y a les habitants des autres villages du Bourra qui sont là, mais si c'est pas l'aide alimentaire décidée il y a longtemps, c'est fini. Et ils sont en nombre incalculable. Vraiment, ça chauffe. Des groupes Boubacarba, des groupes armés qui continuent à imposer leur dictat aux populations civiles sans défense à 35 km du poste de sécurité d'Ansongo. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Bon, merci beaucoup. Je remercie le studio Tamani pour cette invitation à un débat crucial et très complexe, la situation sécuritaire dans notre pays. Et d'abord, je suis vraiment choqué de voir que les populations sont bloquées dans leur mouvement et même menacées dans leur existence. Mais, comme on le dit chez nous, quand quelqu'un chute, ne regarde pas, il a chuté sur quelle base il a chuté, mais regarde comment il a chuté, le lieu de la chute. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est venu ex nihilo. Depuis 2012, il y a eu la crise multidimensionnelle et elle s'est amplifiée avec l'appui de la communauté internationale. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays de crise. Et cette zone de Tassiga, qui est dans la partie du Gourma et qui jouxte le Hausa, c'est dans le secteur d'Ansongo, et est une zone où il y a une grande influence de l'IGS, l'État islamique, dans le Grand Sahara. Donc c'est une zone de confluence, de conflictualité entre communautés pastorales et agricoles, donc les communautés Touareg et Peul, des communautés sédentaires Songhai et Peul. Et aujourd'hui, il y a une forte instrumentalisation de ces conflits. Et je ne suis pas surpris, après ce qui s'est passé à Ouattaguna il y a quelques mois, qu'il y ait une amplification des conflits et que malheureusement, le village paisible de Tassiga soit victime. Mais aux dernières nouvelles, en discutant avec vous tout à l'heure, j'ai découvert que ce matin, il y a eu des saccages et que des boutiques ont été attaquées, les populations ont abandonné. Ça, c'est quand même une crise complexe qu'il faut voir. Et je pense qu'il est temps, on reviendra là-dessus, qu'on comprenne quels sont les modes opératoires, comment prévenir. Parce qu'en matière de conflit, je dois vous dire, le plus important, c'est la prévention. S'il n'y a pas de prévention, il est difficile, dans un mode asymétrique, de faire intervenir des forces armées
et dans un temps précis pour dire qu'il faut secourir à des communautés parce que... nous allons y arriver. Alors, Jean-Éric, vous êtes journaliste expert de questions sécuritaires camerounais. Le Cameroun vit également de situations sécuritaires, notamment dans la zone anglophone. Est-ce que c'est la même réalité qui existe au Mali qui est là-bas au Cameroun? En ce qui concerne exactement la question anglophone, nous avons plutôt une crise de type sécessionniste ou alors insurrectionnelle, parce qu'il y a une partie du Cameroun, bien entendu, qui réclame, qui aimerait avoir son autonomie ou alors son indépendance, en ce qui concerne la partie anglophone. Et c'est une situation qui dure déjà 5 ans, et les solutions ont du mal à être, n'est-ce pas, mises en place. Mais la solution la plus réaliste serait bien entendu, n'est-ce pas, le dialogue entre les différentes parties, à savoir l'État central et ceux qui sont qualifiés de sécessionnistes. Mais ce qui se rapporte plus au cas malien, c'est plutôt la situation qui prévaut encore dans l'extrême nord du Cameroun avec Boko Haram. Vous savez bien entendu ce mouvement djihadiste qui s'étalait non seulement sur le Nigeria, mais également sur le Cameroun. Alors c'est plutôt cette réalité, je pense qu'on peut prendre une essence de ce qui a été fait au Cameroun concernant cette question et qui pourrait bien entendu, n'est-ce pas, aider le Mali. Ce qu'on a vu sur le terrain en ce qui concerne la lutte contre Boko Haram par des forces conjointes venant notamment du Nigeria, c'est une forte implication des populations locales, aider l'État à travers notamment le renseignement. Le renseignement, bien entendu, pour pouvoir prévenir ces différentes crises, pour pouvoir prévenir ces différentes attaques. Donc il y a eu un maillage, il y a eu une communication et on s'est notamment appuyé sur des chefs de village, sur des chefs religieux, de telle sorte qu'ils puissent avoir, n'est-ce pas, une véritable coordination entre les autorités et les populations. Donc, vous venez d'entendre ce témoin qui a expliqué que les autorités n'ont rien fait. Est-ce à dire que cette faiblesse de l'État profite aux groupes terroristes de mettre la pression sur les populations de quitter les villages, d'adhérer à leur allégeance? Je suis mal placé pour dire que ces populations ou alors cette personne est très sévère envers l'État. Mais je pense que les difficultés moyennes maliennes concernant cette crise, ces crises sont connues. L'État malien est grand. L'État malien manque de ressources, mais surtout, l'État malien s'est engagé dans un chemin qui est difficile à tenir, c'est-à-dire mener une guerre asymétrique en se focalisant majoritairement sur l'aspect militaire. Une guerre asymétrique se gagne en mettant en place une politique holistique, c'est-à-dire une politique globale qui comprend le militaire, mais également d'autres aspects. Je ne pense pas que vous ayez souvenir, notamment, des initiatives de sensibilisation, de communication qui a été menées à grande échelle en vue de lutter contre ce phénomène. Pas du tout. Donc, l'État malien est plutôt dans une politique sécuritaire au haut niveau. Prenez pour exemple notamment la volonté de l'État de mettre en place l'école de guerre. Nous sommes plutôt dans une perspective plutôt globale en ce qui concerne la sécurité, mais on ne voit pas les initiatives pertinentes de l'État du Mali en ce qui concerne la lutte proprement dite contre le terrorisme. Ou alors, lorsque ces actions sont menées, elles sont maigres proportionnellement aux actions qui sont menées sur le terrain par rapport à ces groupes armés. D'accord. Boubacar, est-ce que vous estimez que ces pressions qu'on met sur les populations, c'est uniquement pour que les populations acceptent d'adhérer à l'allégeance de ces groupes armés, à leur idéologie? Bon, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs facteurs. Je pense que d'abord, ces groupes sont comme le poisson dans l'eau. D'abord, depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans, ils contrôlent les espaces ruraux. Ils sont dans les villages, ils sont dans les zones agricoles, pastorales, halieutiques. Donc si l'État n'est pas là, et la première stratégie que ces gens développent, c'est connu, ils développent ce qu'on appelle, surtout l'État islamique, un djihad offensif. C'est-à-dire, nous venons, nous faisons partir les gens, nous mettons nos hommes où ils appliquent nos règles. Et comme dans les villages, les gens sont divisés, à ce titre, leur stratégie, c'est de faire partir les communautés et faire revenir peut-être ceux qui veulent faire allégeance. Ça, c'est un. Deuxièmement, et vous avez vu un peu cette zone du Tassiga, que je parlais du Gourma central et du Hausa, jouxte avec les 3 frontières.
Donc à ce titre, il y a beaucoup de difficultés pour contrôler. Donc le premier problème pour moi, c'est la difficulté de contrôler les frontières. C'est-à-dire de chaque côté des frontières, les groupes tournent, ils ont la capacité de faire des mouvements. Donc en amenant les populations à quitter, la deuxième stratégie, c'est de montrer que nous sommes les maîtres des lieux, nous avons la capacité d'influencer. La troisième stratégie, c'est de mettre en place les systèmes, ce qu'on peut appeler soit la charia, soit ce djihad offensif. Donc c'est cette combinaison entre cette volonté d'occuper la zone rurale, d'occuper les espaces, de faire partir l'État et de tout ce qui concerne son organisation et d'amener les populations à se soumettre, qui les amène aujourd'hui à faire partie des populations dans de telles zones. Ansongo est une zone de couverture de la force conjointe du C5 Sahel, de la force Takuba, de Barkhane et de la MINISMA, ainsi que les forces nationales également. Comment expliquez-vous que cette zone de Liptako-Gourma soit si menacée en présence de toutes ces forces? Bon, cette zone du Liptako-Gourma est l'une des zones les plus dangereuses, en tout cas à mon avis, dans la configuration, ce qu'ils appellent la géographie des conflits ou la spatialisation des conflits. C'est-à-dire que autant la communauté internationale et l'armée ont choisi des espaces de sécurisation, et autant les groupes armés aussi ont des franchises et ont la capacité de faire très mal. Et c'est vrai, il y a G5 Sahel, il y a la force Takuba actuellement qui se met en place, il y a peut-être la MINISMA aussi qui est à côté pour des questions de sécurisation de la zone. Moi, je pense qu'il est difficile aujourd'hui de trouver une coordination. Donc ça veut dire qu'il y a une faiblesse de coordination de la communauté internationale. Et ces gens arrivent à s'interférer et à trouver des poches. Et je crois que ce n'est pas compréhensible que Tassiga, qui est à 35 km de Sansongo, peut-être à 40 km ou 50 km de Gao, 150 km, soit menacé le mercredi. Le jeudi, l'armée vient, l'armée retourne. Le même jeudi soir, les groupes reviennent pour dire attention, nous vous avons menacé. Et le vendredi, ils entrent en action. Donc ça veut dire qu'ils connaissent l'espace, ils connaissent les mouvements de l'armée, ils connaissent la stratégie qu'il faut pour occuper le terrain et agir. Amadou Maguiraga, vous êtes chercheur à l'IMIRAP, Institut malien de recherche action pour la paix. La menace djihadiste continue à peser sur les populations du cercle d'Ansongo. Est-ce à dire que cette menace de groupes terroristes confirme l'échec des actions militaires posées? D'accord, merci beaucoup. Moi, je suis Amadou Maguiraga, je suis coordinateur d'un projet à IMRAP. Chaque fois que tu parles de Ansongo, ça me fait revivre des souvenirs qui sont agréables, mais qui sont souvent désagréables. Pour avoir été victime moi-même de cette situation d'insécurité, j'ai été personnellement enlevé à Ouattaguna, la dernière commune du Mali vers la Guinée. C'était en mois de mai. Avec le Niger, c'était en mois de mai, donc c'est très récent. Donc pour vous dire que c'est une localité que je connais relativement bien. La question sécuritaire aujourd'hui, avec tous les efforts internationaux et nationaux qui sont en train d'être déployés, j'ai l'impression souvent qu'on veut raser la tête des gens à leur absence. C'est-à-dire? Il a parlé des patrouilles ponctuelles de l'armée qui vient et qui repartent, des patrouilles ponctuelles de la MINISMA, des missions des autres forces étrangères. Mais je pense jusqu'à preuve du contraire que nous n'avons pas le courage d'accepter qu'il y a beaucoup de communautés qui ont adhéré à cette idéologie-là. Certains villages sont sous l'emprise de la force, mais force est de reconnaître qu'il y a certains villages qui ont épousé carrément l'idéologie djihadiste. En d'autres termes, ceux-là que vous parlez, vous traitez de djihadistes ou de radicaux, ne sont pas des étrangers. Cette allégeance, est-ce que ce n'est pas la faiblesse de l'État, l'absence de l'État qui a fait ça? L'absence de l'État a certes favorisé, mais il y a un cumul d'actions, un cumul d'insatisfaction aussi qui a poussé une partie de la communauté au début à conjuguer avec les forces du mal, entre guillemets, pour pousser les autorités étatiques vers la sortie. En fait, aujourd'hui, c'est une question beaucoup plus globale que sécuritaire.
ce n'est pas la question que sécuritaire. La question, c'est une question de gouvernance, c'est une question de justice. Comme je t'ai dit, beaucoup de communautés ont adhéré à l'idéologie parce qu'ils pensent qu'avec la charia, c'est beaucoup plus direct et c'est beaucoup plus concret. Quand bien même ce n'est pas légal, ce n'est pas légitime, juridiquement, on ne peut pas accepter, on ne peut pas tolérer. Mais du point de vue du commun, du mortel, c'est quelque chose de plus clair et de plus compréhensible que notre système de justice classique. Là, tant qu'on ne travaille pas sur ce côté, on va continuer à penser que c'est une question de sécurité, alors qu'au-delà de la sécurité, il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect gouvernance, il y a l'aspect gestion du bien public, il y a l'aspect prestation de services étatiques. Tant que les populations ne sont pas satisfaites de cet ensemble-là, difficilement ils vont soutenir tous les efforts que l'État et ses partenaires sont en train de déployer pour cette zone-là. Jean-Paul Éric Yombi, quels pourraient être les risques d'une telle situation selon vous? Moi, je pense que les risques sont connus. Il s'agit déjà du déplacement des populations. Je pense que les populations déplacées concernant le Mali, on a des chiffres qui s'élèvent, n'est-ce pas, à quelques milliers. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées, qui ne fonctionnent pas normalement, ce qui veut dire que le Mali, qui a déjà, n'est-ce pas, une scolarisation autour de 30%, se trouve, n'est-ce pas, encore avec des pesanteurs dans la perspective, n'est-ce pas, de pouvoir résoudre cette difficulté. Je pense aussi, et d'ailleurs, la personne que vous avez interviewée l'a rappelé, les personnes n'ont pas pu récolter ou alors d'autres n'ont même pas pu carrément cultiver. Donc les conséquences, bien entendu, de ce phénomène sont importantes. Mais je crois qu'il est toujours important de le redire. L'État malien est grand. Je veux dire que le Mali est grand, 1,2 million de kilomètres carrés, avec un maillage difficile. L'État n'a pas toujours été présent. D'accord? Ces populations, pendant longtemps, étaient à la merci de ceux qu'on peut qualifier de voyous. Donc, il est important qu'aujourd'hui, qu'il y ait non seulement une coordination de ces différentes forces qui sont sur le territoire malien, mais que le Mali lui-même, qu'il ait déjà un projet de lutte contre ce phénomène. Et je le disais tout à l'heure, le projet de lutte contre ce phénomène n'est pas suffisamment clair. Ou alors, le projet qui existe, il faut forcément l'améliorer. Vous parliez tout à l'heure des frontières. On peut se poser la question simple. Quelle est la politique des frontières du Mali? Est-ce que le Mali a une politique des frontières? Et lorsque vous interrogez ces variables, vous comprendrez que non. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali a une politique? Face à une telle situation, quelles doivent être les réponses urgentes que les autorités doivent prendre? L'État malien, à l'heure où nous parlons, ne peut pas former tout de suite et maintenant des militaires, des gendarmes qui pourraient sécuriser cette zone. Le plus urgent, ce serait de créer une véritable coordination avec les forces présentes et particulièrement de travailler avec ces populations locales, gagner la confiance de ces populations. Comme il a été dit tout à l'heure, ce sont des populations qui adhèrent parce que jadis abandonnées par l'État. C'est ça la réalité. Et nous interrogeons là, bien entendu, les questions de gouvernance. Les choses les plus urgentes, les voilà. Coordination avec les forces présentes, notamment Takuba, gagner la confiance de ces populations qui malheureusement ont été abandonnées. Mettre en place une véritable politique de frontières. Et ça se ferait, n'est-ce pas, en coordination avec les autres pays, notamment le Niger. Jean-Paul parle tout de suite d'une véritable coordination des forces armées présentes. Est-ce à dire qu'il y a un manque de coordination dans les actions que mènent les forces armées et ses partenaires? Ok, bon, il y a un problème de confiance. Je ne sais pas s'il y a un problème de coordination, si on peut le dire en tant que tel. Et vous savez, ça fait 8 ans que la communauté internationale est au Mali. Et aujourd'hui, on parle de repenser. Je crois que dans les grands débats, on dit comment repenser. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a une problématique de gestion de la spatialisation de cette zone. Les forces sont là, mais les groupes arrivent à tourner comme le poisson dans l'eau. J'essaie de vous donner un exemple tout de suite illustratif. Vous allez comprendre qu'il y a une multitude d'acteurs au Mali, du niveau de l'État, c'est-à-dire des acteurs. Regardez, au niveau de la présidence, il y a ce qu'on appelle le haut représentant du président de la République qui intervient pour la paix. Au niveau de la primature, il y a le cadre de gestion de politique au centre. Au niveau ministériel, sectoriel, il y a au moins 6 à 8 ministères. Au niveau international, il y a des ONG internationales et nationales. Au niveau de la société civile, il y a des acteurs émergents,
des associations. Vous avez au moins 12 à 15 acteurs face au Mali. Et il y a un problème de coordination d'abord au niveau de l'État. C'est ça la difficulté. Et là, je vous donne un exemple très simple. Quand vous prenez les organisations qui interviennent dans le centre du Mali, que je connais mieux, vous avez, du point de vue communautaire, des associations comme Baguiné, comme Dogon Vision, comme collectif des associations des jeunes dans le Puy-Dogon, comme Jeunesse Djina Dogon, comme Djina Dogon même, les jeunes et les femmes, et même des groupes organisés et de soutien à travers des réseaux. De l'autre côté, vous avez des associations comme Pénal, comme Kissal, comme Jeunesse Tabital Poulakou, comme Dental, comme Kaural, comme Tabital Poulakou, jeunes et femmes, et des réseaux aussi. Vous savez, chacun travaille pour donner la visibilité à son organisation. Mais il n'y a pas cette synergie et cette volonté de travailler ensemble pour qu'on ait des organisations inclusives de paix. Je salue certaines associations qui sont en train de travailler pour le faire, l'Union Dogon Peu le voisin, qui tente. Il y a aussi la difficulté de coordonner entre ces associations et les associations de développement des cercles. Donc l'État a une multitude d'acteurs et la communauté internationale aussi entre dans ce que j'appelle la diversification et l'éclatement du système. Donc à ce titre, les groupes qui ont depuis quelques années des entrées avec les populations et qui arrivent à résoudre des problèmes de justice, regardez dans tous ces zones aujourd'hui, les conflits sont gérés par des cadis qui arrivent à le faire en un temps record, des conflits de 20 ans, 30 ans. Des problèmes de gouvernance, ils disent aux chefs des villages, gérez les villages. Mais est-ce que les problèmes sont les mêmes? Non, les problèmes ne peuvent pas être les mêmes. Parce que je t'ai dit déjà, les groupes ne sont même pas les mêmes. Au nord, dans la zone qui nous concerne, c'est l'État islamique qui s'est implanté. Dans le centre du Mali, c'est la Katiba Massina qui s'est implantée, mais qui a eu aussi quelques soubresauts de Dawlat al-Islamia, qui est un groupe proche de l'État islamique, alors que la Katiba Massina est proche du JNIM, que vous connaissez. Donc chacun a ses modes opératoires. J'ai parlé du djihad offensif et du djihad défensif. Et là, quand un État, des gens occupent, et qu'au niveau national, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de structuration avec les acteurs internationaux et les acteurs nationaux, vous voyez que chacun se jette la chose et ça va être extrêmement difficile de pouvoir faire face sur le terrain. Voilà moi mon appréhension du point de vue spatial et du point de vue du développement et du point de vue géographique, pour rejoindre un peu à M. Magaraga qui l'a dit tout à l'heure qu'il y a des besoins à satisfaire. Si l'État n'arrive pas à les satisfaire, ces gens, ils viennent, ils apportent et ils font la violence et ils arrivent à contrôler l'espace. Magiraga, vous avez dit tout à l'heure que vous avez été victime d'un enlèvement dans la zone de Ouattaguna. La même situation persiste au centre du pays, notamment dans la zone au Fils du Niger et région de Ségou. Des milliers de personnes ont été contraintes de quitter leur village. Pourtant, des milliers de pistes de solutions ont été évoquées pour l'armée. En fait, je vais encore m'excuser auprès des acteurs qui fournissent assez d'efforts, mais qui ne sont pas des efforts suffisants. Jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas en train de parler avec les acteurs qui sont concernés directement par le conflit. Je vais te dire pourquoi. Tu vas aller dans tous les séminaires, dans toutes les salles de conférence que nous organisons de la société civile, nationale ou internationale. Dans la salle, tu vas voir seulement les leaders communautaires, les leaders de femmes, les leaders de jeunes. Mais est-ce que c'est eux qui ont les armes sur le terrain? Rares sont les organisations de la société civile, nationale ou internationale, qui ont le courage de prendre le risque d'aller sur le terrain pour pouvoir discuter avec le jeune homme-là qui a l'arme sur lui. Mais est-ce que l'UMIRA peut faire ça? C'est la raison pour laquelle j'ai été enlevé. C'est le risque, c'est le prix à payer si tu veux parler réellement avec les vrais acteurs concernés. Tu vas voir chaque fois qu'il y a des grands discours, qu'il y a des grands accords qui sont signés dans les grands hôtels à Bamako ici, tu vas entendre tout à fait le contraire sur le terrain. Ce n'est ni plus ni moins que la manifestation du fait que le gars avec qui tu as signé l'accord n'a pas le dernier mot. Il ne représente à la limite que sa propre personne. Donc, tant qu'on n'arrive pas à mettre en place un système pour pouvoir toucher avec ceux-là même qui sont concernés au plus proche que possible par le conflit, on va élaborer des théories dans les grandes salles de conférence et difficilement ça pourra résoudre les problèmes des communautés. L'autre chose aussi, c'est que nous, les partenaires, surtout internationaux, cette fois-ci,
sont beaucoup plus intéressés par ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à Gao? Qu'est-ce qui se passe au centre? Les gens sont intéressés par savoir qu'est-ce qui se passe. Mais rares sont ceux-là qui se posent la question pourquoi cela se passe. C'est bien de savoir qu'est-ce qui se passe, mais c'est encore mieux si nous cherchons à savoir pourquoi cela s'est passé. C'est en sachant pourquoi cela s'est passé que nous pouvons aider la communauté. Je dis bien aider la communauté parce que ce n'est pas à nous de proposer la solution, mais aider la communauté à faire face à ces problèmes-là. Il a parlé des cadis, il a parlé des chefs de village qui sont en train d'être tués en longueur de journée parce qu'ils se sont engagés dans la dynamique du changement. Mais souvent, comme je l'ai dit, c'est les prix à payer. Mais tant qu'on ne se pose pas la question à savoir pourquoi ça se passe, Ouattaguna a été, je dirais Ouattaguna, l'autre village là, à Bankas, Ogosago. Voilà, Ogosago a été attaqué quand j'étais là-bas. J'ai participé à l'évacuation des blessés. Et le lendemain, j'ai participé à l'enterrement des morts. J'étais dans la zone quand cela se passe. Donc, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui sont ces acteurs-là qui se posent la question, pourquoi Ogosago Peul a été incendié et que Ogosago Dogo n'a pas été incendié, alors que les deux villages sont séparés de 200 mètres. D'accord. Pourtant, les responsables de l'armée ont annoncé hier jeudi, au cours d'une conférence de presse, que les FAMA montent en puissance ces temps-ci, suivant la réaction du directeur de la DIRPA, Direction de l'information et des relations publiques des armées, le colonel Souleymane Dembélé. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que nettement, les FAMA sont en train de monter en puissance. Et vous l'avez constaté depuis un certain moment, si les terroristes s'hasardent à s'attaquer à nos emprises, ils en sortent avec beaucoup de pertes en vies humaines et d'équipements. Le mois de novembre a été marqué par une accalmie dans les attaques terroristes contre les FAMA. On n'a pas enregistré beaucoup d'attaques terroristes contre les FAMA pour le mois de novembre. Cependant, on a assisté à une recrudescence des attaques et des pressions contre les populations civiles, en les empêchant de se livrer normalement aux travaux champêtres, en les obligeant à signer des pactes de paix et de non-agression, et au plus fort à incendier les récoltes, surtout dans le secteur de Nyono. Le théâtre de l'opération Maliko a été marqué par la présence des gardes dans les localités du centre, notamment dans le secteur de Nyono, Djabalé, Dogofré et autres, à l'ouest du pays, notamment vers Nara, Guiré et autres, et surtout dans le secteur de Nyoro, Djabalé et Djene. Donc toutefois, les actions dynamiques sont en cours en vue de détruire les sanctuaires et neutraliser les groupes terroristes. En puissance qui n'empêche pas la recrudescence des attaques contre des populations civiles dans une zone risicole qui fait vivre tous les pays. Comment comprenez-vous une telle situation, une telle montée en puissance? Je le disais tantôt, lorsque l'armée parle de montée en puissance, je pense qu'ils font ici, l'armée fait allusion ici, n'est-ce pas, à une nouvelle politique globale de sécurité. Je crois que c'est de ça dont il est question. Vous avez certainement vu les hélicoptères qui ont été achetés sur frais maliens de l'État du Mali. Mais comme je le disais tantôt, nous ne voyons pas une politique visant à lutter contre ces groupes terroristes, une fois de plus. Ce qui a été annoncé, c'est une vaste politique, mais qui ne prend pas en compte cette lutte asymétrique de manière prépondérante. Nous le savons, pour lutter contre ces mouvements, dans une guerre asymétrique, il faut des mesures holistiques. Pour le moment, nous ne voyons pas ces mesures holistiques. Il faut s'approcher des populations. Les populations doivent être des alliés dans cette lutte. Il faut améliorer la qualité de la gouvernance. Il faut un maillage territorial. Il faudrait que de plus en plus que l'État soit présent. Lorsque je parlais de coordination tout à l'heure, on ne peut pas comprendre qu'à peine l'armée soit partie, que des groupes se retrouvent juste après celle-ci pour mener des actions. Ça ne se comprend pas. Il n'y a pas une véritable politique. Et parce qu'au fond, il y a un autre souci. Est-ce que l'État est capable d'être présent sur ces différents théâtres d'opération? C'est-à-dire que l'armée est en train de signer son échec. Nous ne pouvons pas parler d'échec de manière cuisante par rapport à ceux qui sont aux affaires il y a peu de temps. Nous sommes en train de dire que la politique qui est mise en place en ce moment, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, c'est une lutte qui a beaucoup de manquements. Et que nous voyons plutôt une politique sécuritaire globale. Et pour cette lutte contre le terrorisme, il faut changer de braquet. Il faut faire les choses autrement. Ou alors les initiatives mises en place, il faut leur donner un autre volume, il faut leur donner une autre proportion.
proportions pour que les résultats puissent être probants sur le terrain. Cette guerre asymétrique, ça veut dire que les groupes armés sont plus expérimentés que les forces nationales et internationales? La vérité, c'est que le difficile maillage du Mali par les forces armées, pendant que ces différents groupes connaissent mieux le terrain, ont des complicités locales, peuvent facilement se mouvoir. C'est ça la réalité. Et c'est pourquoi je le disais tantôt, il faut forcément un lien plus important, une plus grande proximité entre les populations et l'armée notamment, afin de lutter contre ce phénomène. J'en parle tout de suite des failles. Où se trouvent les failles au sein de l'armée? Bon, non, le problème n'est pas de dire au sein de l'armée. Moi, il ne m'appartient pas de dire qu'il y a des failles au sein de l'armée, mais moi, c'est la situation des terrains. Quand il parlait tout de suite, dès que l'armée quitte, les populations sont attaquées, des exactions commencent. Monsieur Maguire, c'est une guerre asymétrique. Et déjà, du nord, je vois que tu es très intéressé dans cette zone, mais il y a des foyers beaucoup plus complexes. Ils ont fait partie, il y a des villages qui ont été victimes d'embargo de 4 mois où il n'y a même pas à manger. Il y a des villages dans la zone de Senossa, à côté de Djenné. Ils ont fait partie de toute la communauté Peul. Mais comment débloquer ces failles? S'il vous plaît, écoutez un peu. La réalité, c'est qu'à chaque fois que l'État adopte une stratégie, montre des moyens, nous avons des hélicoptères, nous avons des forces d'appui. Et les théâtres d'opération sont redéfinis. Ces groupes aussi ont des stratèges qui définissent aussi des méthodes asymétriques et hybrides qui cassent les lignes. C'est ça la vérité. Je vous donne un exemple très simple. Quels sont les foyers de conflictualité complexes aujourd'hui dans le centre du Mali? Parce que le nord, c'est l'État islamique qui est dans cette zone. Et quand vous partez au niveau de Kidal, c'est encore le JNIM et une partie de l'État islamique. Mais le centre du Mali, c'est pratiquement, l'État islamique est relativement faible. Ils ont des petites poches, mais ils ont été renvoyés depuis 2019. C'est la Katiba Massina et le JNIM qui sont opérationnels. Et puis, peut-être du côté des frontières... Mais comment débloquer ces... Je vous dis d'abord comment ça se passe. Il y a des foyers. Quand vous prenez la zone d'Ouanza, Bandiagara, il y a des conflits autour des flancs des collines. Donc, il y a des groupes de la Katiba Massina qui sont concentrés, qui les attaquent. Donc, affrontement entre groupes d'Onzo et Katiba Massina. Deuxièmement, dans la zone de Djenné-Moti, il y a beaucoup de communes comme Kewa, comme Femaï, comme Soy, où il y a des forêts où ces groupes djihadistes se retrouvent, et les Donzo de l'ensemble de la zone tentent d'attaquer à Maribougou. Vous avez vu comment ça s'est terminé. Mais qu'est-ce que les forces nationales attendent pour attaquer ces groupes armés dont vous venez de dire qu'ils se trouvent ici? Les forces viennent en appui quelquefois pour repérer le terrain et bombarder, parce qu'il est difficile avec les mines de faire un mouvement. Donc aujourd'hui, le terrain est occupé, c'est ça. Avant, il y avait des poches. Bombardements ont eu un impact? Je ne peux pas vous le dire. Allez-y demander aux populations. Je ne connais pas combien de gens ont été bombardés. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de morts du côté de Maribougou. Beaucoup de Donzo ont été tués et beaucoup ont été blessés, amenés à Djenné. Et beaucoup de djihadistes aussi ont été tués. Et quand vous prenez aussi le secteur de Nyono, après l'accord qui a eu lieu, aujourd'hui, il y a un éclatement sur les 12 communes, pratiquement. Il y en a qui ne peuvent pas aller dans les marchés. Il y en a qui ne peuvent pas cultiver. Quand un État, territorialement, est bouleversé comme ça, vous pensez qu'il est facile pour une armée d'aller faire un maillage d'occupation du terrain? Il faut reconstruire, il faut se réorganiser, comme l'a dit le collègue Yombi. Il faut définir une politique. Il faudrait aussi avoir la confiance des communautés. Parce que quand ils gèrent les affaires des communautés, les affaires locales avec une telle célérité, et que les communautés aujourd'hui ne voient pas un répondant, la nature aurait du vide. Donc ils ont occupé le terrain. Ils ne sont pas loin aujourd'hui, ils sont à 150 km de Bamako, du côté ouest. Vous avez Banamba, 150 km, Kolokani, 150 km, Djema, 150 km. Ils font des mouvements, ils n'occupent pas carrément, mais ils harcèlent. Et tout le Sahel occidental aujourd'hui est menacé. Le corridor avec le Sénégal est menacé. Ils redescendent maintenant vers le sud, et puis même la zone minière. Est-ce que vous pensez qu'une armée a les moyens d'occuper tous ces territoires dans ces contextes? En lui entendant parler, on a l'impression que les groupes armés sont plus nombreux que les militaires. Et pourtant, on affirme que des centaines, comme il a si bien dit, des centaines de terroristes sont neutralisés. En fait, comme les uns et les autres sont en train de le dire, c'est une guerre asymétrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne connaît pas qui est le vrai ennemi. Est-ce que c'est le jeune là qui fait lutter
pour les forces de défense et de sécurité qui donnent les informations aux terroristes, on ne le sait pas. Donc c'est ce qui rend la tâche très compliquée. J'ai été très content quand j'ai vu dans un élément, je ne sais pas si c'est à la télé ou sur les réseaux sociaux, les agents des forces de défense et de sécurité circulaient à moto. Ça veut dire qu'ils ont commencé à changer aussi leur mode d'opération sur le terrain. Parce que c'était des pick-up. C'était rare de voir nos forces de défense et de sécurité patrouiller, faire des patrouilles dans la brousse à moto. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, ils sont en train d'adapter peut-être leur stratégie au mode opératoire de ces radicaux. Qu'est-ce que les motos pourraient apporter plus que les véhicules? C'est la mobilité. C'est la mobilité, c'est l'accès facile. Tu peux transporter 20 personnes à bord de 10 motos, à raison de 2 personnes par moto. D'ailleurs, c'est le mode opératoire classique des radicaux qui se supportent à 2 pour venir. Ils passent de façon très inaperçue. L'autre chose aussi qui, comme je l'ai dit, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Ça va être très difficile. La guerre actuellement, l'État, quand on parle de l'État, je dis la question, moi je suis formellement convaincu que notre question, la question du Mali, l'insécurité au Mali, ce n'est pas une question de djihadisme, ce n'est pas une question d'insécurité. Je le dis à qui veut l'entendre. Je viens tout juste de Djenné, dans laquelle, sur 12 communes, j'ai mon projet qui travaille dans 10 communes sur 12. J'ai personnellement dormi dans ces 10 communes-là, sauf Kouakourou et Moura. Sinon, j'ai dormi dans ces 10 communes-là, personnellement. C'est un problème de gouvernance et de justice. Et la transition pourrait-elle faire face à cette situation? Ce cercle de Djenné est divisé en 2 modes, sinon 3 modes de gouvernance. Une partie qui est occupée par des radicaux que vous qualifiez de djihadistes, même si moi, personnellement, je ne pense pas que ça soit des djihadistes. Une autre partie qui est gouvernée, entre guillemets, par des donsos. Et une petite partie qui reste gouvernée par l'État. Mais quand tu regardes ces 3 modes de gouvernance, comme je t'ai dit, actuellement, les populations se sentent beaucoup plus satisfaites par le mode de gouvernance, par le mode de prestation de services délivré par ces donsos-là, délivré par ces radicaux-là. Ils se sentent plus satisfaits de ça que le service délivré par l'État. C'est ça le problème. Mais est-ce que la transition pourrait-elle faire face à cette situation? C'est un chantier très ouvert qui prend beaucoup de temps. On ne peut pas demander à une équipe de transition de faire face à des bons qui se sont installés il y a plus de 20 ans, mais elle peut poser des jalons. Par exemple, beaucoup de Maliens, ce n'est pas seulement le centre et le nord, beaucoup de Maliens ont le sentiment que quand tu n'as pas d'argent, il ne faut pas aller à la justice. Donc, montrons quelques exemples concrets aux citoyens maliens du problème d'un pauvre qui a pris raison à la justice face à un riche de façon très normale. C'est comme ça, avec des actions concrètes comme ça, qu'on peut regagner petit à petit la confiance des populations. Mais chaque fois que le pauvre sort frustré d'un service demandé par la justice ou d'un service demandé par les forces de défense et de sécurité ou d'un mode de gouvernance, il va chercher réconfort ailleurs. Et souvent, il tombe entre les mains. Jean-Paul, l'exemple de l'Éthiopie où le Premier ministre a laissé son confort pour prendre la tête de son armée afin de combattre les rebelles, doit-elle interpeller nos autorités? Je vais répondre à votre question, mais avant, je vais embrayer sur quelque chose. Vous lui avez posé la question de savoir en quoi le fait que les militaires sur des pick-up peut aider à résoudre le problème. Vous savez, dans une guerre asymétrique, il y a les symboles, il y a la proximité, il y a la communication. Nous sommes dans une logique où il y a eu une rupture de confiance entre la population et l'État. Le fait d'être en moto, de discuter avec ces populations, de les rassurer, ça participe du fait qu'on diminue déjà le fossé qui existe entre ces populations et l'État. C'est très important parce que ça entre dans un aspect justement de cette lutte, dans le cas de la guerre, de la lutte asymétrique, la communication. Communication pour le développement, communication de proximité. Comment faire revenir dans l'État ces populations qui sont entre les mains des voyous. C'est une initiative qu'il faudrait encourager. Maintenant, nous aimerions que la transition puisse de plus en plus prendre des initiatives dans le sens de créer ce rapprochement, cette proximité. Vous parliez du Premier ministre éthiopien. Oui, un État fonctionne avec des symboles.
Pour une guerre comme celle, enfin, pour plusieurs guerres, ou alors des guerres dans les guerres, telles que ça se déroule au Mali, il faudrait des initiatives comme celle-là, c'est-à-dire des symboles. Descendre sur le terrain, tendre la main à ces populations, les accompagner, les écouter, modifier l'existant avec des actes concrets et non des discours. De quoi l'armée a réellement besoin aujourd'hui pour faire face à cette situation sécuritaire? L'armée a besoin de stratégie, l'armée a besoin de confiance avec les communautés, de discuter et de les rapprocher. L'armée a besoin aussi de comprendre la philosophie de la guerre asymétrique. Qu'est-ce qu'un djihad offensif? Qu'est-ce qu'un djihad défensif? Les modes opératoires de ces groupes. L'armée a besoin aussi de travailler au niveau des frontières, parce que tout part des frontières. Je vous ai parlé tout à l'heure du Gourma central, autour des 3 pays, Mali, Burkina, Niger. Ils attaquent des villages. Ouattaguna, ils tuent 50 personnes. Ils attaquent du côté de Solan, du côté du Burkina, on tue jusqu'à 120 personnes. Ils attaquent dans la zone de Tilaberi, du côté du Niger, on tue 30, 40, 50. C'est parce qu'ils ont la capacité de se mouvoir, ils ont la capacité. L'armée a besoin d'adapter. Et là, comme il a dit le collègue, il faut utiliser des modes opératoires mobiles pour faire le face-à-face. Moi, je pense que l'exemple du Tchad, quand même, est là. Et lorsque le président Déby, il est décédé aujourd'hui, il a déclenché la guerre contre Boko Haram, après la colère qu'il a eu à déclencher. Ils ont attaqué sur terre, dans les eaux, et puis un affrontement frontal pour aller les détruire dans leur nid. Ça, il faut le faire. Je ne sais pas si nous avons tous les moyens, mais je pense que nous devons le faire. Et puis, je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'armée. Cette guerre ne se gagnera pas sur le terrain militaire seulement. Et là, même la communauté internationale aujourd'hui est en train de changer de stratégie, ça vous le savez. Takuba, dans son approche actuelle, c'est une nouvelle stratégie dans certaines zones comme les frontières. Il faudrait, voir est-ce qu'il y a un débat doctrinal réel qu'on peut opérer pour discuter avec ces acteurs dits radicaux et ces acteurs pour comprendre sur le terrain de l'islam et du hadith quelles sont les règles, est-ce qu'on peut changer la société comme ça. Deuxièmement, il faut aller sur le terrain du droit. C'est-à-dire, il y a un pluralisme juridique dans notre pays connu. Il va falloir qu'on essaie de l'appliquer. Troisièmement, alors, serait-il possible de rétablir la sécurité? Non, c'est-à-dire, toi, tu restes dans le tout sécuritaire. C'est ça le problème que tu as aujourd'hui. Tu penses qu'il suffit qu'on ait des avions et on bombarde, mais non, mais toi, tu ne comprends pas grand-chose. Le combat aujourd'hui autour du lac Tchad, il y a 4 ou 5 pays, la Centrafrique, le Cameroun, le Tchad, le Niger. Ils sont face à Boko Haram, mais ils ont déstabilisé toute la zone. Tous les systèmes de production sont bouleversés. Dans le delta central, aujourd'hui, l'État n'est pas là. Donc, c'est une question asymétrique, il faut adapter. Donc, le militaire doit être appuyé par des opérations, des négociations, de dialogue pour combiner. D'accord. Magiraga, serait-il possible de rétablir la sécurité au Mali? C'est bien possible. J'ai envie même de dire que l'impossible n'est pas malien. Voilà. Je reste optimiste que c'est bien possible. Mais qu'on soit conscient que c'est une guerre aussi qui dépasse nos frontières, qu'il faut une collaboration transfrontalière. Quel que soit ce que le Mali va faire comme effort, si ce même effort n'est pas consenti par les pays voisins aussi concernés par le mal, ça va être compliqué. Il y a aussi la bonne foi ou l'agenda très clair ou très détaillé, même si ce n'est pas le cas actuellement, des amis soi-disant partenaires techniques et financiers, qui aussi, de mon point de vue, ne facilitent pas trop la tâche. Jean-Paul, en 30 secondes, quelle solution faut-il? Il faut que désormais fonctionne pour le Mali une commission nationale des frontières, absolument. Il faut désormais créer un lien, une proximité plus intéressante entre l'État et les populations. Surtout, il faut mettre en place un observatoire des crises et tensions sociopolitiques pour détecter, prévenir ces différentes tensions qui naissent de part et d'autre du Mali. Merci. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur les pistes de solution de la situation sécuritaire. Nos invités, Boubacar Ba, chercheur et directeur du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, Amadou Magirega, chercheur à l'IMIRAP, Institut malien de recherche action pour la paix, Jean-Paul Éric Yombi, spécialiste de questions sécuritaires, auteur de l'ouvrage Comprendre et lutter contre le terrorisme dans la réalité africaine. À la régie
régie vidéo Mamadou Ouattara, à la mise en onde Salim Diouara, à la coordination de ce débat Mohamedou Touré. Je suis Imran Akilo Meiga, chers auditeurs et téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Vous avez la possibilité de réécouter ce débat sur notre site web www.studiotamani.org. À la semaine prochaine pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.